Voilà, on se retrouve, Mathieu Giroux, pour une conférence que tu vas nous donner sur le thème de l'identité de genre et l'orientation sexuelle en autisme. Et on avait déjà fait trois vidéos ensemble. Il y en a une qu'on a fait avec ton témoignage de vie et ensuite on a fait deux vidéos sur le camouflage social, sur les recherches que tu as faites. Donc comme tu vas te présenter toi-même un peu plus avant, je te laisse commencer tout de suite. Donc, comme on a dit, ma présentation aujourd'hui va être sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en autisme. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis une personne autiste. J'ai plusieurs co-diagnostics de santé mentale, anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique, automutilation, épisode suicidaire. Je me décris comme une personne pansexuelle et fluide. Donc, j'appartiens à la communauté. La présentation, j'ai utilisé le terme communautaire en faisant référence à toutes les personnes qui ne sont pas cisgenres ou hétérosexuelles, afin d'éviter les longues acronymes ou l'utilisation du terme queer qui a plusieurs définitions selon les personnes et les contextes. Et je fais de la recherche en autisme depuis 10 ans. Je ne suis pas un chercheur affilié à une institution ou à une organisation du travail. Je ne suis pas non plus un professionnel de la santé. Je ne suis pas un sexologue, ni un sociologue, ni un militant de la communauté. Donc, mon expertise est vraiment en lien avec l'autisme et les enjeux identitaires et d'orientation sexuelle sont un enjeu présent chez les personnes autistes. C'est pour ça que j'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas un expert de ces notions-là. Et j'espère ne pas manquer de respect aux membres de la communauté parce que je ferai quelques erreurs involontaires dans cette présentation sur des notions, par exemple, un peu plus théoriques sur les sujets. Les La personnes technique. pourront signifier s'ils pensent qu'il y a des erreurs dans les commentaires de la vidéo. Oui, et ça me fera plaisir d'en apprendre plus si jamais je me suis trompé. Donc, on va débuter avec une petite section de terminologie pour être sûr que tout le monde sait de quoi on parle et qu'on s'entende sur les termes qu'on utilise. Le terme sexe fait référence aux critères génétiques, c'est des critères objectifs, c'est les concepts de chromosomes X et Y qui sont un système binaire. Même s'il peut y avoir des combinaisons multiples pour les personnes intersexes au niveau génétique avec double XY, ça fait référence au système reproducteur et aux organes génitaux. Le genre est une identification de la personne, c'est une perception personnelle que l'on a de nous. Cette perception-là, elle peut être culturelle, sociale, biologique ou sur d'autres facteurs et une conception non binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste deux possibilités et les possibilités ne sont pas nécessairement en opposition ou en alternance. C'est presque infini comme possibilités qu'on peut avoir, point de vue description de son identification de genre. Et l'orientation sexuelle, c'est l'attirance affective, émotive ou sexuelle pour autrui. Ok, alors j'ai des questions, j'ai des questions. Reviens en arrière. On ne va pas faire des divulgachages pendant les questions. Donc, j'ai beaucoup de Oui. questions. Critères génétiques. Est-ce que tu peux expliquer un peu mieux comment ça se manifeste, l'intersexualité? Comment est-ce qu'une personne sait qu'elle est intersexe ou comment le corps médical peut le découvrir, et tout ça? Euh, Dans le fond, c'est la 23e paire de chromosomes qui définit les sexes et cette paire-là est soit 2X pour les filles ou XY pour les garçons. Et chez certaines personnes, cette paire-là est trisomique, comme pour les maladies trisomiques qu'on connaît comme la trisomie 21 ou d'autres. Et cette trisomie-là fait que la personne va avoir deux X et un Y comme chromosome. Et là, on dit qu'elle est intersexe. Et ça se manifeste de façon, je veux dire, très aléatoire chez les personnes. Il y en a qui vont avoir vraiment euh,
tous les organes génitaux et le système reproducteur des deux sexes. Il y en a que ça va être partiel, il y en a que ça va être complet pour les organes génitaux et le système reproducteur va être absent. Donc, c'est le système reproducteur qui va être complet, mais que les organes génitaux vont être partiels pour un des deux sexes. Ça dépend vraiment là pour les manifestations, mais c'est la 23e paire de chromosomes qui a trois chromosomes. Donc j'ai deux questions qui viennent du coup. Donc déjà, c'est possible de tout de suite voir, j'imagine, dans ce cas-là, qu'un bébé est intersexe, ou c'est possible, dans certains cas, de ne pas le voir ou de voir tout à coup en faisant une échographie ou beaucoup plus tard, selon ce qui est visible ou pas dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, fait que c'est ça. Il y a des situations que c'est très visible à la naissance et d'autres que Ok. c'est plus complexe et c'est les tests génétiques qui vont confirmer l'intersexualité génétique. Et il y en a qui sont morts sans jamais savoir. Ah, sûrement. Ouais. Ok. Et alors, l'autre question, donc, le sexe, c'est chromosome, système reproducteur, organes génitaux, et pas les hormones? Ben, dans le fond, les hormones sont reliées aux chromosomes et se manifestent par le système reproducteur et les organes génitaux. Ouais. Mais oui, on aurait pu vouloir ajouter les hormones si Il y a on des, veut. par exemple, des femmes qui ont les chromosomes XY, donc c'est ça pour les femmes? Non, c'est XX. XX pour les femmes. Système reproducteur Ouais. femme, organes génitaux femmes, et qui ont beaucoup plus de testostérone que la moyenne. Ça pourrait exister. J'imagine qu'il y a de Ouais, tout. c'est Ouais. ça. Là, ce qu'il faut savoir, pourquoi souvent les hormones ne sont pas un critère, c'est que dans le fond, qu'on soit un homme ou une femme, on a de l'estrogène et de la progestérone. C'est les quantités qui varient. Donc là, ça devient plus compliqué et tu as différentes situations génétiques qui font que tu peux produire beaucoup plus de progestérone ou d'estrogène que la norme pour ton sexe. C'est notamment ce qui arrive comme situation, par exemple, si on pense aux derniers Jeux olympiques avec tout le débat de la championne boxeuse qui serait un homme et non une femme, et beaucoup d'athlètes féminins aussi ont un taux de progestérone beaucoup plus élevé et, Oui, oui, oui. C'est sûr que que la norme. Donc, c'est pour ça que normalement, on ne parle pas des hormones, vu que c'est des questions de taux et que là, il y a d'autres situations génétiques qui embarquent. Mais oui, l'hormone est considérée, si on veut, dans tout ça, vu que ça fait partie du processus. Pour avoir un système reproducteur et des organes génitaux spécifiques, il faut les hormones. oui, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que ça amène tout de suite au second point sur le genre, parce que si on regarde tout ce qui est possible dans la biodiversité humaine et animale aussi, je suppose, on peut se rendre compte que homme et femme n'est pas du tout quelque chose de binaire et que c'est assez normal aussi d'avoir des identifications différentes. Mais c'est pas la même chose, identification et ce qui est observable au niveau, on va dire, matériel. Identification, c'est vraiment quelque chose qui est construit soit par la culture, par la société. Ah non, la biologie aussi, identification. Oui. Dans le fond, la distinction, c'est que le sexe, ça fait référence à des critères que tout le monde peut observer et retrouver chez une personne et selon les définitions qu'on a eues. Par exemple, un homme, c'est quelqu'un qui a des chromosomes X, Y sur la 23e paire. Fait que n'importe qui voit un code génétique avec un X et un Y peut dire cette personne-là, c'est un homme Ok, au niveau génétique. Tandis que l'identification, ce n'est pas les autres qui disent ce qu'on est, c'est nous qui nous décrivons. Et ouais, c'est seulement nous qui pouvons nous décrire. Et cette description-là peut se faire sur des concepts culturels, sociaux, biologiques ou d'autres ouais. concepts. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, tout de suite le parallèle, il y a les parents biologiques, mais qui peuvent ne pas vouloir de leur enfant, accoucher sous X et le donner à l'adoption, et les parents qui vont adopter l'enfant et créer un vrai lien affectif.
là, il y a quelque chose au niveau, ils s'identifient comme parents de l'enfant, les parents les identifient comme parents, pardon, les enfants les identifient comme étant leurs parents, et ça me fait penser à ça un peu. Oui, oui, c'est un peu le même concept dans le fond. N'importe qui peut dire objectivement le géniteur est telle personne, mais qui est le parent pour cette personne-là? Il y a juste elle qui peut le dire, là. Ouais. Ok, alors, l'identification n'est pas binaire. Oui, ça c'est, bah, je dirais presque que le sexe n'est pas binaire non plus, peut-être dans des rares cas, mais il y a des cas où il n'y a pas de binarité, justement. Ben, dans le fond, c'est binaire au sens qu'il y a juste deux types de chromosomes, X ou Y, mais c'est Ah, sûr ok, que ok, ok. les compositions X et Y peuvent être non binaires. Il n'y a pas juste deux possibilités, XX ou XY, mais il y a juste des X puis il y a juste des Y. Ok. Donc, l'identité de genre. Dans les identités de genre les plus, je veux dire, entendues ou communes, du moins, il y a celle au Québec. Il y a la notion de cisgenre, c'est-à-dire que son genre correspond au sexe. On s'identifie comme on est un homme au niveau biologique, on s'identifie comme un homme, ou on est une femme au niveau biologique, on s'identifie comme une femme. Les personnes trans, c'est-à-dire qui ont un genre opposé à leur sexe biologique. Donc, quand on parle d'une femme trans, c'est une personne qui s'identifie comme femme, mais qui est née homme ou qui a un sexe biologique à la naissance d'homme. Et un homme trans, c'est l'inverse. C'est une personne qui s'identifie comme homme et qui est née femme ou qui a un sexe biologique désigné à la naissance comme femme. Une personne non binaire, c'est une personne qui ne s'identifie pas dans le concept homme-femme. Donc, c'est extérieur à ces notions-là. Une personne fluide comme moi, c'est quelqu'un qui alterne entre les identités d'hommes et de femmes selon les situations. Et la bispiritualité ou les bispirituels, ce sont les personnes autochtones, je sais, qui s'identifient comme ayant les deux esprits, soit celui de l'homme et celui de la femme. Alors, plein de questions. Euh, donc, au début, ça me semble assez logique. J'aime bien que tu dises né homme ou né femme, parce que chez nous, on entend beaucoup assigné. Et il y a quelque chose qui, avec le mot assigné, il y a quelque chose qui est très étrange, parce que assigné, c'est comme si on avait décidé, alors qu'on n'a pas décidé. C'est que le corps a les caractéristiques, quoi. Ouais, et on parle de signer parce que pour les personnes intersexuelles au niveau génétique, ben on peut pas mettre Ah oui, intersexuel sur le certificat de naissance, donc on assigne un des deux sexes. oui. C'est pour cette situation-là souvent que le terme assigné, et c'est aussi pour désigner que c'est quelque chose qui est un consensus et que c'est pas décidé par la personne. Alors, non-binaire, ni homme ni femme, bah tu vois, moi je suis dans cette norme et ce que j'ai instinctivement comme réaction quand je lis ça, c'est bah, si on n'est ni homme ni femme, on est quoi? Et ça montre combien c'est important pour notre société normée d'être soit homme, soit femme, et c'est impressionnant. Ça m'impressionne moi-même d'avoir cette réaction, de me dire, mais alors, euh, bah, on est un être humain, et puis on est... Oui, tu ex- sais, toute la question ici, c'est beaucoup plus une question culturelle, sociale. Est-ce qu'on a vraiment l'obligation de s'identifier selon un sexe? C'est quoi l'utilité du sexe? Il y a une utilité, certes, médicale, là. Oh, quand tu es enceinte, c'est clair qu'il y a des enjeux et il y a des enjeux reliés aussi à la génétique puis à des choses comme ça. Mais au niveau social, un pronom, ça sert à quoi? Ça donne quoi? À part de définir des rôles, des statuts, qui sont là des conceptions sociales,
et qui n'ont rien à voir en tant que tel avec le fait d'avoir un organe génital ou pas. Ah, Oui, c'est pas le fait d'avoir un vagin ou un pénis qui fait que tu es capable ou pas de faire une tâche ou un emploi, excepté des choses très spécifiques, mais là, on rentrera pas dans les performances sexuelles, mettons, ouais. Et même là, maintenant, avec beaucoup d'accessoires, presque tout est possible. Fait que c'est vraiment cette réflexion-là ici qui se fait, à quoi ça sert oui. et pourquoi je dois m'identifier comme ça plutôt qu'un être vivant, plutôt qu'un être humain ou autre identité, là. Oui, je me demande s'il n'y a pas aussi, je pousse un peu la réflexion plus loin, mais s'il n'y a pas aussi un lien avec le fait que les genres ne sont pas aussi différents aujourd'hui qu'à l'époque où les femmes étaient même pas considérées comme des êtres humains, pas capables d'avoir une intelligence, etc. Et du coup, c'était extrêmement différent d'être un homme ou une femme, alors que maintenant, les hommes et les femmes sont vraiment beaucoup plus d'équité et sont vus beaucoup plus euh, comme étant semblables, qui fait que on peut se poser cette question, heureusement, en se disant, mais Ouais. où est l'importance de ça, quoi? Mais c'est ça, là, il faudrait peut-être discuter, est-ce qu'on est avec une situation de la poule et l'œuf ou l'œuf et la poule, dans le sens que antérieurement, des enjeux systémiques comme la religion et certaines institutions faisaient qu'il y avait une importance de correspondre au sexe. On a juste à penser à toutes les monarchies où le sexe a une grande importance, la religion par rapport à tous ces enjeux-là. Fait qu'est-ce que dans le passé, euh, c'était plus dur de revendiquer ça à cause de situations comme ça et donc on en entendait moins parler, même s'il y a des personnages historiques qu'on voit clairement qui ne respectent pas les rôles sociaux genrés de l'époque. Ou est-ce que maintenant, parce qu'on est plus dans une situation d'équité, ça fait que les femmes s'expriment plus comme, ben, les femmes ou les hommes s'expriment plus comme ça? Aucune idée lequel vient avant l'autre Oui, ou oui. lequel influence l'autre, Ouais. sûrement un peu des deux. C'est vrai que Mais dans l'Antiquité, il n'y avait pas encore l'Antiquité avant Jésus-Christ, donc il n'y avait pas le christianisme par définition. Et il y avait quand même des rôles très différents entre les hommes et les femmes, mais par contre, au niveau des dieux et des déesses, c'était équitable. Et il y avait beaucoup d'homosexualité. Enfin, c'était beaucoup moins tranché qu'après avec les religions monothéistes où il a fallu oui, faire puis la... encore là, ça dépend de quelle religion. Ouais. Tu sais, les Grecs, les trois dieux principaux sont des hommes, Ah, avec oui. Zeus, Hadès et Poséidon. Bon, avec les, je vais dire les païens ou d'autres croyances religieuses comme ça, avec Gaïa puis la Terre, là, c'est une femme. Fait que est-ce que tout est équitable? Les Grecs qui mettent une femme pour l'amour avec hermaphrodite, est-ce que c'est pas très genré comme croyance? Puis que le dieu de la guerre, c'est un homme. Oui, c'est Mais vrai. ils ont Athéna, qui est la déesse de la chasse. Alors que la chasse était une tâche d'homme majoritairement. Fait que, tu sais, c'est particulier selon les religions, les croyances. Mais c'est clair aussi qu'il y avait des sociétés matriarcales. On a juste à penser aux Amazones Oui, qui existaient. Donc, même à ces époques-là où les religions étaient plus multidivines, on était dans des concepts quand même culturels, genrés sur des rôles de responsabilité qui oui. varient selon les cultures et les histoires. OK. Et autochtone, ça veut dire quoi exactement? Dans le fond, c'est les peuples qui étaient dans les continents avant les conquêtes. Hein, Tous, sur toute la planète.
Autochtone, ça veut dire? Ouais, Ah oui, oui, oui. ouais. Ben, dans le fond, au Québec, on utilise autochtone parce que c'est le terme qui est préféré et ça fait référence, dans le fond, aux Premières Nations. Ici, dans le fond, j'en parle un peu plus parce que au Québec, l'acronyme qu'on utilise pour la communauté, c'est L pour lesbienne, G pour gay, euh, B pour bi au sens de bisexuel ou bi autre chose. T pour trans, Q pour queer, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans la notion non sexuelle, toutes les définitions non sexuelles comme non-binaire, fluide, asexué ou autre. Euh, il y a le S pour, deux S pour bispirituel. Ok, Et à ça, on ajoute un plus pour toutes les autres acronymes qui existent qui sont pas dans le. ouais. Et est-ce que idéalement, il faudrait pas arriver à un moment donné à ne plus devoir donner autant d'importance à tous ces noms et se dire chacun fait ce qu'il veut, comme il peut, et selon, il peut changer, enfin, c'est pas si important que ça, quoi. Quand on voit qu'on doit d'abord donner son nom, son prénom, son sexe, je me dis, du coup, est-ce que c'est pour ça que, on est obligé d'avoir tous ces acronymes parce qu'il faut pouvoir s'identifier? Est-ce que ce serait pas un peu plus idéal encore de ne pas devoir s'identifier? Là, on est dans une question, je pense, beaucoup plus philosophique. Si on ne devait pas s'identifier, il faudrait dire aussi qu'on élimine les notions de sexe, genre pour tout le monde. Et là, le concept homme-femme n'existe plus tout simplement. Ben si, ça Et- pourrait être juste, comme tu disais au tout début, les chromosomes, les organes génitaux. Alors on pourrait dire femelle ou mâle, et puis voilà. mais là, on est confronté à l'enjeu du groupe d'appartenance. On est des êtres qui cherchent des groupes d'appartenance, qui sont des êtres sociaux et on se rassemble avec des personnes qui souvent vont nous ressembler, vont avoir les mêmes visions, des mêmes. Et là, pour savoir si l'autre est comme toi ou différent de toi, il faut pouvoir nommer Ouais, cette situation-là, cette notion d'appartenance-là. Et si on dit qu'on doit identifier certaines caractéristiques en lien avec l'appartenance, je pense qu'on a l'obligation de nommer le plus de choses possible parce que ne pas les nommer, c'est ne pas reconnaître qu'ils existent. c'est vrai, ouais, c'est juste. Maintenant, jusqu'où on va dans l'acronyme, ça, c'est un autre débat. Moi, ceux qu'on a retenus au Québec, c'est ceux qui ont une proportion, je dirais, assez importante. Évidemment, ça reste très minoritaire par rapport à la population générale, mais c'est des choses qu'on peut entendre, connaître, voir, discuter, débattre, puis qu'il y a des personnes auxquelles on peut rattacher ces mots-là dans la sphère publique, mais c'est clair qu'on pourrait rajouter des acronymes de façon assez importante au sigle, là, d'où le plus pour le Québec pour dire que ça existe, mais on se limite aussi. Il va pas avoir un sigle de 26 lettres. Ouais. Et alors, du coup, là, encore une question peut-être un peu difficile, mais c'est pas grave. Parfois, ça peut rester une question sans qu'il y ait de réponse, hein. Euh, Comment est-ce qu'on peut savoir si on a, par exemple, si je suis moi une femme hétérosexuelle cisgenre, et puis que je me dis, ben, en fait, je pense que j'ai les deux esprits, j'ai un esprit de femme et d'homme. Comment je peux savoir que j'ai un esprit d'homme si j'ai jamais été dans le corps et l'esprit d'un homme surtout? Mais là, c'est une question qu'il faudrait beaucoup plus poser à des personnes autochtones parce que c'est une question culturelle. Et là, D'accord. je me permettrais pas de donner une interprétation, une compréhension d'une culture qui n'est pas la mienne Ok, ok, par ok. rapport à ça. D'accord. Ah ben.
Eh bien, j'ai fini pour ce Bon. slide. Donc, slide suivante. L'orientation sexuelle. On a la norme avec hétérosexuel, soit que c'est une attirance pour quelqu'un du sexe opposé. Homosexualité, qui est une attirance pour la personne du même sexe que soi. Et là, quand c'est deux femmes, on parle de lesbienne. Quand c'est deux hommes, on parle de gay. Le bisexuel, qui est une attirance pour des personnes cisgenres des deux sexes. Et là, c'est important de comprendre, cisgenres, c'est des personnes vraiment spécifiques. Ce n'est pas n'importe qui des deux sexes. Fait que il n'y a pas une personne normalement bisexuelle, n'a pas une attirance, par exemple, pour un homme bisexuel n'aura pas d'attirance sexuelle pour un homme homosexuel. Et s'il l'a, alors il est quoi? Alors, il est autre chose. Ben, On pourrait être fluide, comme pour le genre, mais pour l'orientation sexuelle. je suppose que ça peut exister, oui. Asexuel, c'est des personnes qui n'ont pas d'attirance pour autrui. Ah, Et attends, je devrais te poser les questions à la fin, mais pas d'attirance, ça veut tout dire et rien dire. Pas d'attirance sexuelle, donc. ben, le sexe est défini comme l'attirance pour autrui. Donc, c'est quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance pour autrui, que ce soit émotif, affectif ou dans une perspective sexuelle, là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas personne, mais c'est qu'il n'y a pas cette attirance-là créée par le sexe, par l'émotion, par l'affection pour autrui qui Ah va oui, engendrer un désir sexuel. alors j'ai entendu le témoignage d'une personne qui se disait asexuelle et qui disait qu'elle tombait très facilement amoureuse, très amoureuse, et qu'elle vivait de tendresse avec la personne avec qui elle était amoureuse, mais que la sexualité ne l'intéressait absolument pas et qu'elle C'est voulait ça, rien de sexuel. c'est Donc ça. il y a quand même une attirance émotionnelle, affective, mais pas sexuelle. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de l'attirance au niveau du désir sexuel, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion puis qu'on ne peut pas avoir une relation, mais c'est au niveau sexualité que le désir n'est pas généré au niveau de l'attirance. Et D'accord. tu as les pansexuels qui sont une attirance basée sur d'autres critères que le sexe ou le genre. Et c'est quoi les critères alors? Ah ouais, ça dépend des personnes. Ah oui, oui, Donc, parce ça que peut être là, l'intelligence, le côté ouais, c'est ça. artistique, Ah, n'importe quoi. non, c'est ça. Et là, c'est ça. Il faut revenir à la définition. Dans le fond, c'est les critères qui génèrent une attirance affective, émotive ou physique par rapport à un désir sexuel. Fait Ça que peut- ça peut être quelqu'un, par exemple, que lui, c'est pas, je sais pas, c'est pas les organes génitaux ou sexuels qui lui procurent une attirance, mais ça serait, par exemple, les yeux. Voilà. Mais Un, alors, du coup, ça entre aussi dans cette catégorie ce qu'on appelle le fétichisme. non, ça, le fétichisme, ce n'est pas une orientation sexuelle, Ok. c'est vraiment relié à l'acte sexuel. C'est comment qu'on Ok. fait l'amour. Et là, ça, c'est autre chose, ça rentre dans la catégorie de la paraphilie qu'on parle au niveau de la sexualité, mais ce n'est pas une orientation. D'accord. Parce Je que tu comprends. peux avoir tes fétiches, peu importe avec qui. Autisme, identité. Ah, enfin, on parle d'autisme. Allons-y. Oui, c'est ça. Il faut savoir que dans le fond, les personnes autistes ont 3 à 6 fois plus de chances de ne pas être cisgenre, c'est-à-dire s'identifier autrement que par son sexe. Plus de chances Et que les non-autistes. oui, c'est par rapport à la population générale, là. Ok. Fait que, autrement dit, chez les personnes autistes, il y a de 3 à 6 fois plus de personnes qui ne s'identifient pas cisgenre que dans la population générale. Et pour la spécificité des personnes trans, c'est à peu près 8% chez les personnes autistes comparativement à 1% pour la population générale. Donc, c'est 8 fois plus pour la transidentité.
Et tu vas donner des hypothèses. Ah, oh! Tu vas les scoops. Donc, quelques hypothèses par rapport à cette situation-là, c'est que dans l'autisme, comme il y a un critère qui est relié aux normes sociales et aux relations, ben, on pense que comme les personnes autistes ont une perception différente de ces enjeux-là sociaux ou une adhérence différente aux normes sociales d'une culture, ben, ça fait qu'il y aurait une influence aussi sur comment la personne s'identifie, vu que c'est un des critères de l'identité de genre, soit des notions culturelles. Il y aurait des enjeux hormonaux. On sait qu'il y a des hormones qui influencent cette identité-là, homme, femme, etc. Et que ces hormones-là, chez les personnes autistes, dans certains cas, c'est pas les mêmes concentrations, ça n'a pas les mêmes effets, etc. Et il y aurait un possible biais aussi, dans le fond, sur la proportion qu'on détecte si élevée par rapport à l'intersexualité qui influence la détection. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces statistiques-là, on les a parce que ces personnes-là ont des services. Dans le fond, ont des services comme personnes au niveau orientation sexuelle et identité de genre et comme autiste. Et là, évidemment, quand tu es une personne autiste qui a des services de santé mentale, on risque de détecter aussi que tu as des besoins reliés à l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Ou à l'inverse, si tu consultes pour des services d'orientation sexuelle et d'identité de genre, ben, on risque de détecter que tu es autiste. Donc, le fait que les populations ont des besoins des services, ça favorise une détection, contrairement à quelqu'un qui est cisgenre, qui ne consulte pas, puis qu'on ne pourrait pas détecter dans la population générale qui est aussi autiste. Ouais. Fait qu'on, ça pourrait augmenter un peu les statistiques, ou en tout cas, il pourrait avoir un biais possible dans cette situation-là. Mais il n'y a pas une démonstration réelle de si ce biais-là existe ou si, il existe, quel est son effet par rapport aux statistiques. Ça, c'est pas démontré, c'est pas calculé. On fait juste dire que ça peut exister, il faut le prendre en compte. Fait que peut-être ça serait moins élevé et comparativement, si on prenait tous les autistes, ou à l'inverse, on pourrait dire que comme c'est juste ceux qui ont des services, tous ceux qui en ont pas, et on sait par exemple en santé mentale, c'est seulement à peu près 1 sur 2 qui a des services par rapport à ses besoins, ben, qu'on en manque. Et donc, on aurait peut-être des taux encore plus élevés si on prenait tout le monde. Oui, ok, le contraire. Donc, pour l'autisme et l'orientation sexuelle, on sait qu'environ 70% des personnes autistes ne se décrivent pas comme hétérosexuelles. C'est tout. Il n'y a pas d'autres informations. Sur ça, on n'a pas d'informations en sous-catégorie ou quoi. Quand on parle de la perception de soi et l'influence de la communauté chez les personnes autistes, on sait que les personnes autistes affirment que l'autisme a une influence dans comment ils se perçoivent et s'identifient, mais que ça n'a pas d'impact négatif. Ça ne nuit pas à la compréhension de soi, ça ne nuit pas à comment qu'on se définit. On comprend comment qu'on se définit, tout, même si on sait que l'autisme, c'est pas quelque chose d'indépendant et à côté de notre identité ou de notre orientation. Alors que quand on pose la question aux parents et aux professionnels, il y en a vraiment beaucoup qui disent que l'autisme a limite la compréhension de la personne autiste sur son identité ou son orientation. Et évidemment, là, c'est un biais et un préjugé à l'égard des personnes autistes par rapport à ce qu'ils sont capables de comprendre, d'identifier et par rapport à comment on définit l'autisme. Et surtout, c'est que ça devient très discriminant et stigmatisant. Et c'est un des enjeux de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est-à-dire quand on appartient à différents groupes minoritaires, plus qu'un à la fois. Être autiste et membre de la communauté, ces deux groupes minoritaires, ça engendre une plus forte stigmatisation et une plus forte discrimination à notre égard. Ce n'est pas une question somatique. C'est pas
Ben, la discrimination que tu subis comme personne autiste, on l'ajoute à la discrimination que tu subis comme personne de la communauté et ça donne une discrimination un peu plus élevée. C'est une notion exponentielle si on veut la qualifier au niveau mathématique, c'est-à-dire que appartenir à deux groupes, tu as nettement et fortement beaucoup plus de discrimination, de stigmatisation que si tu appartiens à juste un des deux. Et est-ce C'est que pas tu, un cumul, mais c'est vraiment un effet plus important. tu saurais dire, toi, pourquoi les personnes qui sont non autistes ont tendance à penser que l'autiste se comprend moins lui-même? Il y a quand même des raisons, non? Un petit peu Je dans pense- le... j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec la compréhension des critères, comment qu'on définit les critères et l'autisme. Et là, il faut revenir à des théories, par exemple, comme le, le manque d'empathie chez la personne autiste, là, j'oublie le terme spécifique, la théorie de l'esprit. Et la personne autiste qui n'aurait pas de théorie d'esprit, ça impliquerait que notamment elle n'a pas de capacité d'analyse d'elle-même. Il y aurait aussi possiblement des enjeux reliés à des co-diagnostics, par exemple, une personne alexithymie qui a de la misère à décrire ses émotions ou celles d'autrui. On pourrait sûrement prétendre qu'elle a de la misère à s'identifier et ce qui procure de l'attirance sexuelle chez elle, ce qui procure un désir sexuel. Il ne faudrait pas oublier la déficience intellectuelle. C'est clair qu'une personne autiste déficient intellectuelle, comme toute personne déficiente intellectuelle, risque d'avoir une conception, une identification d'elle-même qui est peut-être différente d'une personne non déficiente intellectuelle, mais là, c'est pas l'autisme, c'est la déficience intellectuelle. Et c'est un biais quand on dit l'autisme par rapport à ça. On pourrait aussi revenir même aux critères. Si tu ne sais pas comprendre les normes culturelles, comment tu peux savoir que tu es homme ou femme ou que tu n'es pas homme ou femme si tu ne comprends pas? Hmm. Ouais, c'est Donc, ça. c'est Ouais. différents biais que je pense qui peuvent évoquer cette perception-là. Et c'est là que c'est intéressant, l'étude qui démontre que vraiment les personnes autistes de tous âges, là, même enfants et très jeunes enfants pour des notions comme la transidentité, là, démontrent qu'ils savent très bien comment ils se définissent, comment ils se perçoivent, Hmm. qu'ils savent. Évidemment, je veux dire, dans des situations plus complexes d'identité ou d'orientation comme la pansexualité, c'est pas à 5-6 ans que tu dis je suis pansexuel, là. Mais c'est clair qu'à 5-6 ans, tu sais que t'es pas un homme ou t'es pas une femme. En tout cas, que tu corresponds pas à ton sexe biologique. C'est autre chose qui t'identifie. Et c'est très clair et pour tous les groupes d'âge et que c'est vraiment des parents et des professionnels qui disent, ben moi, je ne crois pas mon enfant quand il me dit appartenir à la communauté parce qu'il est autiste. Ouais. Je doute de ce droit à l'identification-là ou cette capacité à l'identification. Et les références tout au long de la présentation. Pour ceux qui voudraient aller lire les différents articles Ah plus bah, on précis. peut rester sur les références, comme ça reste un peu. Et du coup, je pose ma dernière question, qui est, est-ce que tu peux dire assez rapidement, parce que je pense que ça, ce serait l'objet d'une autre vidéo, mais s'il y a des particularités dans la sexualité chez les personnes autistes, la façon de vivre la sexualité. Oui, il y a des particularités par rapport à la population générale. On en trouve autant dans les pratiques sexuelles, c'est-à-dire par exemple la masturbation ou le nombre de relations sexuelles en fréquence. On en trouve aussi au niveau des paraphilies. On en trouve aussi au niveau du besoin du désir. Donc, Et ça si tu existe résumes aussi. la différence, ce serait à peu près plutôt quoi? Ben là, il faut savoir qu'il y a une différence selon les sexes dans certaines situations. Fait que c'est pas généralisable, mais en gros,
les personnes autistes ont souvent un désir plus important que la fréquence de relations sexuelles qu'ils ont. Et là, on peut ici le comprendre assez facilement avec les enjeux de stigmatisation, rejet, difficultés sociales, relationnelles, que tu n'arrives à pas avoir une relation, à créer une relation pour avoir un acte sexuel ou une relation plus intime dans un couple, par exemple, et avoir des relations sexuelles. Il y aurait aussi potentiellement des enjeux au niveau hormonal ou génétique qui feraient que certaines personnes, dont majoritairement plus les hommes que les femmes, ont un besoin, je veux dire, biologique plus important d'actes sexuels. Les personnes autistes sont surreprésentées dans beaucoup de paraphilies, que ce soit le BDSM, les fétiches, je veux dire, sensoriel, je dis ça comme ça, là, qu'on pense par exemple au latex, au cuir ou à d'autres choses là, qui pourraient exister. Je dis sensoriel parce que c'est relié beaucoup au niveau sensoriel pour ces notions-là. Donc, que ce soit visuel, olfactif, auditif, etc. Mais aussi dans plein d'autres paraphilies là. Eh bien, écoute, pour moi, j'ai fait, je crois enfin, j'ai jamais fait le tour de toutes mes questions, mais pour l'instant, je, j'ai trouvé ça très intéressant et je pense qu'on a abordé l'essentiel. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais donner? Ben, je voudrais apporter peut-être une spécification. Ce qu'on a parlé aujourd'hui reste un sujet très peu exploré chez les personnes autistes parce qu'on fait très peu de recherches multidisciplinaires. Et quand on parle d'autisme, on est dans la psychiatrie médicale et très peu dans les notions sociologiques ou sexualité. Donc, il y a peu de références et on le voit dans ma liste, il y en a quatre et c'est tous très récents hein, dans les années que ça a été fait. Et donc, il y a plein de choses encore à découvrir et c'est ce qu'on sait, à part les statistiques qui, eux, ont été pas mal démontrées, redémontrées, reconfirmées, c'est très embryonnaire. Donc, il y a plein d'hypothèses qu'on pourrait soulever, il y a plein de réflexions qu'on pourrait avoir. Il ne faut pas nécessairement prendre la présentation que j'ai faite aujourd'hui comme des faits universels, démontrés unilatéralement et reconnus par tous. Il y a vraiment des choses qui sont encore à un niveau très exploratoire et qui sont juste les premières hypothèses qu'on teste par rapport à ces situations-là. Là. Ouais, bah, on a beaucoup de chance d'avoir pu avoir ta conférence sur le sujet qui est encore peu abordée. Et merci beaucoup, beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir.